Bonjour Monsieur Bocco-Victoire, Bonjour. merci d'avoir accepté l'invitation de Gavroche. Avant de commencer l'entretien, je vais brièvement vous présenter. Mhm, Vous êtes rédacteur en chef de la rubrique Débat et idées de Marianne. Vous êtes aussi cofondateur de la revue Le Comptoir, qui promeut donc la mhm, décroissance et le socialisme. mhm, Vous avez écrit plusieurs livres sur des thèmes assez mhm, divers qui vont de la gauche, notamment le titre Les Gardes des Gauches, publié aux éditions Serre en 2017, mais aussi sur George Orwell, écrivain des gens ordinaires, en 2018, et enfin celui qui va particulièrement nous intéresser aujourd'hui, Mystère Michéa, portrait d'un anarchiste conservateur, que vous pouvez montrer à la caméra si vous souhaitez. Encore merci d'avoir accepté l'entretien avec nous, et on va maintenant commencer tout de suite avec la première question, c'est-à-dire pourquoi mhm, avoir fait le choix de s'intéresser à la personne de Micha ainsi qu'à sa pensée. mhm. Alors moi déjà, c'est une personne qui intellectuellement a énormément compté pour moi. Je pense de tous les intellectuels vivants, c'est celui qui a le plus d'influence sur moi. Donc j'ai découvert Michéa il y a 10 ans cette année, donc en 2012. J'ai commencé avec l'Empire du Moindre Mal qui m'a donné une vraie baffe pour plusieurs raisons. La critique que faisait Michéa et du libéralisme économique à laquelle j'étais déjà acquise, mais aussi du libéralisme, on va dire, politique et culturel, me paraissait en fait confirmer certaines intuitions que j'avais, sa critique du progressisme également, mais aussi d'autres choses, sa défense du populisme, sa remise en question du clivage gauche-droite, et puis par-delà ces intuitions qui sont très bonnes, enfin c'est en tout cas ces démonstrations avec lesquelles j'adhère en très grande partie, il m'a aussi permis de découvrir énormément d'auteurs qui aujourd'hui sont des auteurs majeurs pour moi, qui forment ma pensée. George Orwell, auquel j'ai consacré un livre, qui avant Michéa pour moi était surtout le romancier l'auteur de deux romans, de deux grands romans d'anticipation, enfin un grand roman d'anticipation, 1984, et puis une sorte de conte antitotalitaire, La ferme des animaux. Mais aussi, on pourrait ajouter à cette liste Guy Debord, donc le fondateur de l'Internationale situationniste, père du conseillisme, Cornelius Castoriadis, qui lui aussi est un théoricien du conseillisme qui arrive avant d'ailleurs qui arrive avant Debord, qui en fait n'est pas le père du conseillisme, et qui a développé une critique du capitalisme et de la démocratie représentative vraiment intéressante, et de d'autres choses d'ailleurs sur la question de l'écologie, etc. On peut ajouter Pasolini, l'écrivain, poète et réalisateur, qui est aussi un grand critique de la société de consommation. Jacques Ellul, anarchiste chrétien, critique de la technique et l'un des pères de l'écologie politique. Et puis je pourrais continuer comme ça avec plein d'autres noms, Simone Veil, Jaime Semprún, même Philippe Muret, qui est un écrivain plutôt de droite, qui est très intéressant et très marrant, etc. Donc déjà, Micha a une importance assez fondamentale pour moi dans ma pensée, dans la structure de ma pensée, que ce soit lui ou tous ces auteurs qui m'ont fait découvrir, mais ce qui a été vraiment décisif dans l'écriture de ce livre, en fait, c'est surtout que mon ami éditeur Paul Picaretta, dont vous allez aussi faire un entretien, me l'a demandé en fait. Alors Paul Picaretta, c'est le directeur de la revue Limite, qui est une revue d'écologie intégrale dans laquelle je tiens également une chronique, et c'est aussi quelqu'un qui a une maison d'édition, les éditions de l'Escargot, dans laquelle il publie des livres sur des auteurs en fait, sur des auteurs qu'il juge intéressants. Donc il y a cette collection qui s'appelle Vraiment Alternative, dans laquelle j'avais écrit, que j'ai inauguré avec mon livre sur Orwell en fait. Et ensuite, il a voulu faire un livre hors collection, puisque tous les autres auteurs sont des auteurs morts. Et donc, il m'a demandé de faire ce livre sur Michéa. Et son idée, c'était que dans la revue Limite, il citait beaucoup Michéa, il recevait des courriers de lecteurs qui lui disaient en fait, c'est qui faut voir le public de Limite, qui est un public plutôt catholique, un peu bourgeois, pas forcément très familier des concepts marxistes ou socialistes, etc. Et qui voulait en savoir plus. Avec sa collection, il y a cette idée effectivement de familiariser ses lecteurs à ses auteurs fétiches. Puis il y a le fait que Micha, effectivement, est une figure importante de la revue Limite, mais aussi de la revue du comptoir que j'ai cofondé. Et voilà, ça a été pour nous une manière de faire aussi de la pédagogie, d'expliquer ce qui est Michéa, pourquoi, selon nous, il est important. Ça a été aussi une manière d'écarter certains clichés. Michéa, aujourd'hui, ou en tout cas d'ailleurs depuis au moins 2013, où il y a eu une énorme polémique sur Michel avec les articles croisés de Lordon,
la remise en circulation d'un vieil article de Boltanski, un article de Serge Alimi dans le Diplo contre Micha. Et en fait, Micha est, est très majoritairement perçu comme un auteur presque de droite, ou un auteur de droite, en fait, qui se fait passer pour anticapitaliste pour emmener les gens à droite. Et puis, ça semble marcher très bien dans le débat public, puisque la plupart des gens qui, aujourd'hui, citent Micha ou s'en réclament, semblent être de droite. On va avoir autant l'équipe du Figaro Vox, Alexandre Devecchio, Génie Bastier, que Causeur qui avait fait une avec Micha dès 2011 ou 2012, je crois. Donc ça va être le magazine de la Nouvelle Droite, Élément, qui aussi a déjà mis Micha en couverture, etc. Je suis pas là pour critiquer l'utilisation qu'il peut faire de Micha, la question n'est pas là, même si pour une partie, il y a souvent l'oubli de sa critique du capitalisme et de certaines choses qu'il défend, d'une société sans classe, etc. Et il l'utilise pour critiquer la gauche, mais voilà, c'était aussi une manière de resituer qui est Micha dans le débat public, ce qui peut apporter à des gens qui se veulent à la fois anticapitalisme et porteurs d'une pensée, on va dire, émancipatrice, égalitaire, plutôt libertaire aussi, écologique aussi, puisque c'est un thème qui est cher à Micha. Et voilà, c'était vraiment une manière de dire quelque chose sur cet auteur qui me semble aujourd'hui très important. Donc, comme vous le dites, sa pensée a été reprise par de divers courants politiques qui parfois ont seulement, disons, choisi ce qui les intéressait en abandonnant une partie conséquente des pans de sa pensée. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est en fait qui est Micha politiquement, où le situer, quelle identité politique lui accorder. Et aujourd'hui, il me semble que vous aviez mentionné le fait qu'il était anarchiste conservateur. Donc comment vous l'expliquez ? Oui. Alors Micha, pour expliquer son parcours, c'est d'abord un fils de communiste, le fils de deux permanents du Parti communiste et résistant en plus. Donc son père, Abel Micha, était journaliste à l'Humanité, journaliste sportif à l'Humanité, spécialiste du cyclisme. Micha a grandi dans une famille communiste au point où il raconte avec malice que quand il était petit, le premier jour où son père l'emmène à l'école, il lui dit Jean-Claude, tu dois être le premier de ta classe parce qu'un communiste doit être le premier partout. Donc il grandit avec cette identité communiste. En terminale, donc à 14 ans, il découvre Lénine. En terminale, je ne veux pas dire ivry, mais il change un peu sous l'influence d'un prof de philo qui, lui, est trotskiste. Et voilà, il adhère plutôt à une forme de trotskisme ou de gauchisme trotsky. Notamment, et lui, il dit que c'était un peu oedipien aussi. C'était une manière de se révolter contre son père, plus stalinien. Voilà, en tout cas, qui appartenait à un parti lui-même plus stalinien, même si Micha dit que ce père avait un ethos, des habitudes un peu plus libertaires. Donc ça, c'est en 67. En 68, il est en première année de fac à la Sorbonne en philo. On sait ce qui se passe en 68. Il est 68 art, et après mai 68, il revient au Parti communiste, expliquant qu'il ne supportait pas l'ambiance des sectes gauchistes. Pour lui, en fait, il y avait une forme d'autoritarisme dans les micro-groupes trotskistes ou maoïstes, etc., qui l'ont ramené au Parti communiste. Il fait son mémoire sur Marx, il continue au Parti communiste et rompt avec en 76 pour un événement principal qui est que Micha aime se rendre en URSS. Et parlant couramment le russe, il s'amuse à quitter le circuit des touristes, le circuit obligatoire pour les touristes, et comprend la réalité de l'URSS et l'autoritarisme. Et voilà, et donc on est loin de la démocratie prolétaire affirmée par l'URSS. La même année, il découvre aussi deux auteurs, Guy Debord, donc qui, comme je disais, était un situationniste, quelqu'un qui était à la fois anti-capitaliste, mais aussi très anti-totalitaire et anti-URSS. Et puis il découvre Simon Leys, qui est un auteur belge, qui a écrit notamment Les habits neufs du président Mao, qui est une critique du maoïsme, et qui est aussi connu pour sa célèbre biographie de George Orwell. Voilà. Et là, il découvre aussi de nouveaux auteurs, une nouvelle tradition intellectuelle qui l'amène à rompre avec le communisme ou avec le marxisme-léninisme, et devient en fait au fur et à mesure ce que j'appelle un socialiste plutôt libertaire et décroissant. Alors, Micha, lui, se décrit dans la double pensée
comme étant un socialiste qui croit en la possibilité d'une société sans classe, mais animé et dirigé par l'entraide, par l'esprit traditionnel de l'entraide et du don, et, et aussi comme un démocrate radical, c'est-à-dire quelqu'un qui estime que la démocratie ne s'arrête pas à la démocratie représentative, d'autant plus que, comme il l'explique, les élites sont capables en plus de s'asseoir sur le suffrage populaire, comme en 2005 avec le traité constitutionnel avec le traité pour une constitution européenne. Les Français votent non majoritairement et 2 ans plus tard, le traité arrive par voie parlementaire. Donc voilà, pour lui, la démocratie est quelque chose de plus vivante. On peut ajouter à ça une forme d'anti-productivisme, c'est-à-dire qu'il estime que l'idée d'une croissance pour elle-même qui serait infinie, le tout guidé par une innovation technologique et un progrès constant, serait selon lui une aberration. Et donc il estime qu'en fait, notre planète ne peut pas accueillir, on ne peut pas supporter une croissance infinie. Et selon lui, il faut en finir avec la société de consommation, avec le progrès permanent, ce qui ne veut pas dire avec toutes les technologies ou retourner à l'âge de pierre, évidemment. Mais voilà, il faut un mode de vie plus sobre pour notre planète. Ça, c'est la manière dont on pourrait définir Michéa. Alors effectivement, dans le dernier chapitre, je pose cette question, anarchiste conservateur, point d'interrogation, et c'est en plus le sous-titre du livre, Mystère Michéa, portrait d'un anarchiste conservateur. Alors c'est un clin d'œil à son premier livre, qui s'appelait Orwell Anarchist Story, où justement il définissait Orwell comme ça, mais en rappelant plusieurs choses. En fait, Orwell s'est décrit jeune comme étant un anarchiste Tory, donc un anarchiste conservateur, mais c'était quelque chose qu'il avait formulé quand il n'était pas encore totalement politisé, et puis c'est vrai qu'à partir de 1936, il ne se décrit plus que comme socialiste. Mais il y a quand même 2 choses avec ce terme qui sont assez intéressantes. La première, c'est que c'est une manière un peu de troller gentiment la gauche progressiste, en disant, moi, voilà, je ne suis pas exactement comme vous parce que j'ai un côté conservateur. Et puis, il y a autre chose qui est que, en fait, pour Michéa, finalement, ça relève quelque chose, c'est que on peut distinguer, on va dire, la pensée politique d'une personne et sa sensibilité. Donc Orwell, sa pensée était socialiste et sa sensibilité, on dirait, anarchiste conservatrice. Et qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie en fait que ça lie plusieurs choses. Une forme de radicalisme, d'égalitarisme radical, avec une haine de toute forme de domination. Et donc ça, c'est le volet, on va dire, anarchiste, qui en même temps aurait une forme de sensibilité conservatrice, c'est-à-dire qui estime que dans l'histoire plurimillénaire de nos sociétés, il y a des choses à conserver. C'est-à-dire que tout ne doit pas être déconstruit comme c'est devenu la mode aujourd'hui auprès d'une certaine gauche, et le progrès ne doit pas effacer tout ce qui a été fait. Les sociétés ont été capables de créer des institutions, des formes de vie, etc., qui méritent d'être conservées par-delà la révolution prônée. Et donc, à partir de cette sensibilité, je questionne, je m'interroge et je me demande si d'autres personnes, d'autres intellectuels auraient pu partager cette sensibilité. En fait, Michéa avait déjà largement balisé le terrain dans le complexe d'Orphée, et donc Michéa parlait notamment de Pasolini, dont je parlais tout à l'heure, qui avait ce côté qui est à la fois communiste, mais en même temps qui n'aimait pas la société de consommation et les changements de mœurs induits par la société de consommation et les changements anthropologiques induits par elle. Camus, qui avait ce côté qui avait ce côté révolté, anti-URSS aussi, ce qui lui a valu justement des brouilles avec ses amis comme Sartre, etc. Et qui avait effectivement ce côté, on va dire, un peu conservateur. Ce sont des anarchistes chrétiens comme Ivan Illich ou Jacques Ellul. C'est Simone Weil qui est donc la philosophe anarchiste mystique, qui est presque une jumelle d'Orwell, à une différence près qu'elle à la fois est pas Orwell. Et voilà, c'est toute une sensibilité en fait en fait, c'est plein d'auteurs qui ne pensent pas exactement la même chose, mais qui partagent ces sensibilités. Et en dehors de ça, il y a aussi une utilisation politique que j'explique à partir de Michéa, de cet anarchisme conservateur. C'est que, en fait, ça souligne aussi 2 choses. C'est que la révolution doit toujours avoir 2 moments, selon lui. Un moment conservateur qui est que, d'abord, la révolution se fait pour conserver quelque chose qui nous semble humain, un certain mode de vie. Typiquement, c'est la révolution mexicaine du début du XXe siècle avec Emilio Zapata, qui a donné un siècle plus tard le zapatisme.
Alors au début, en fait, les indigènes mexicains se révoltent contre des modernisations au Mexique qui menacent leur mode de vie avant de devenir anticapitalistes. Mais même plus près de nous, on pourrait dire que les gilets jaunes avaient quelque chose de ça. Donc certes, c'est la hausse du prix de l'essence qui provoque le truc, mais derrière, il y a quelque chose de... Nous n'arrivons plus à maintenir notre mode de vie, nous n'arrivons plus à vivre comme ça. Nous nous opposons à ce système qui fait que notre mode de vie est menacé par la précarisation, etc., quoi. Et donc ça, c'est le premier moment conservateur. Ce qui, au passage, explique pourquoi Orwell, dans Le Quai de Wigan, dit que aujourd'hui, toute personne qui est portée vers la révolution ou vers la conservation devrait toutes les deux défendre le socialisme, parce que c'est la meilleure manière de s'opposer à la fois à la misère du présent, mais aussi de se prémunir du cauchemar du futur. Et le deuxième moment, c'est plutôt le moment anarchiste, parce que quand on voit l'histoire des révolutions, la plupart ont mal tourné. Pourquoi ? Parce qu'une minorité a toujours pu s'accaparer le pouvoir. C'est d'ailleurs ce qu'explique Orwell, en fait, à travers La ferme des animaux, qui n'est pas une condamnation de la révolution en tant que telle, mais d'un certain type de révolution, comme il l'écrit dans une lettre. Cette révolution où, en fait, ceux qui ont fait la révolution peuvent s'accaparer le pouvoir. Et donc, cette sensibilité anarchiste, en fait, c'est une sensibilité... Alors, c'est pas totalement la mise en place d'un mode anarchiste comme peuvent le prôner complètement Kropotkin, Bakounine, etc., malgré la sympathie que peut avoir Michéa pour eux. D'ailleurs, il s'inspire énormément de Proudhon dans l'organisation qu'il prône. Mais c'est en fait une volonté de neutraliser les volontés de puissance de chacun et de faire en sorte de ne pas rétablir de nouvelles hiérarchies, de nouveaux modes de domination, de nouveaux pouvoirs tyranniques. Et on pourrait ajouter à ça un dernier truc sur Michel et l'anarchie, c'est qu'effectivement, il prône un système politique ou une organisation politique proche de celle de Proudhon, qui en fait partirait du bas de petites communautés qui monteraient de manière assez fédérale. Et avec donc un pouvoir qui s'organise par le bas et par les ouvriers eux-mêmes ou par les travailleurs eux-mêmes. Voilà. Très bien, merci. On voit dans votre réponse que Michel est assez complexe à situer, oui. Que c'est une pensée qui est détaillée et qui va, disons, dans beaucoup d'horizons différents, ce qui fait aussi qu'il est récupéré par beaucoup de mouvements différents. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, disons, imaginons, Michel se réveillait et revient sur le débat public, que penserait-il de l'élection en cours, des clivages qui s'opèrent, et en particulier du clivage gauche-droite Déjà, je rappelle que si Michel est quand même reclus dans un village de 400 âmes dans les Landes, il n'est pas mort, il est encore bien vivant, il fait de la permaculture. Il lui arrive d'ailleurs de temps en temps de sortir, on va dire, son sommeil. Récemment a été mis en ligne sur 2 sites de tendance libertaire, À Contretemps et Les Amis de Bartleby, un entretien qu'il a accordé à un petit magazine local landais, un peu alternatif ou écolo, donc dans laquelle il parle de notre situation, principalement de la situation, on va dire, sanitaire, ou voilà, que ce soit... en fait, c'est un entretien qui a été accordé il y a plus d'1 an. Donc, il n'était pas encore question, effectivement, du pass, mais il était question du confinement, etc. Et effectivement, et aussi de la manière dont Macron exerce son pouvoir. Il y a quelques années, il a aussi pris fait et cause pour les Gilets jaunes, notamment dans un entretien pareil c'était pour Les Amis de Bartleby, justement, dans un entretien qui a été mis en ligne sur ce petit site. Voilà. À côté de ça, il a aussi, il y a 1 an et demi, a été réédité ces 2 livres sur Orwell, donc Orwell Anarchy Story et Orwell Éducateur. Il y a ajouté une postface inédite à Orwell Anarchy Story qui doit faire 112 pages, si je ne me trompe pas, donc c'est plus qu'une postface, c'est un petit livre dans lequel où il rappelle l'actualité de la pensée d'Orwell par rapport aux dérives de la gauche, qu'on pourrait appeler la gauche postmoderne ou woke vulgairement dans le débat. Et donc à partir d'Orwell, il en fait une critique. Donc déjà, voilà, il existe encore dans le débat public, même si il est très en retrait. D'ailleurs, il a toujours été assez en retrait. C'est quelqu'un qui n'a jamais fait de plateau télé, qui donne des entretiens de temps en temps qui sont assez longs, exigeants, etc., mais qui ne les multiplie pas trop. Enfin voilà. Donc, qu'est-ce qu'il penserait de la situation actuelle et des clivages ? Je pense que depuis l'élection de Macron, quelque chose a été clarifié qui avait déjà pointé Michéa. En gros, pour Michéa, le clivage gauche-droite est plus ou moins inopérant. Il préfère un clivage qui est un peu plus ancien au 19e siècle,
qui opposait les blancs, les bleus et les rouges. Les blancs étaient les réactionnaires adeptes du cléricalisme et du monarchisme. Les bleus étaient les républicains libéraux et progressistes, et les rouges étaient les socialistes, qui eux-mêmes étaient très divers, qui pouvaient être anarchistes, qui pouvaient être communistes, et qui pouvaient être eux-mêmes républicains d'ailleurs. Voilà, lui il préférait déjà cette tripartition, et pour lui en fait, le débat public depuis au moins 40 ans est dominé par le courant central qui au gré des alternances en fait reste le même. Il parle d'alternance unique. En fait, que ce soit Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, finalement c'est la communication qui change. Un peu plus de réformes sociétales, l'abolition de la peine de mort, le mariage pour tous ou le Pax. Mais la politique globale menée est à peu près la même. Politique néolibérale, traité de libre-échange, construction européenne, destruction des services publics, etc. etc. Globalement, la politique est à peu près la même depuis 83, c'est-à-dire quand Mitterrand a arrêté son programme commun et a décidé d'ouvrir une parenthèse libérale qui n'a jamais refermé. Donc pour lui, en fait, on avait un bloc central, un centre-gauche, un centre-droit qui finalement ne s'opposait pas, gouvernait. Alors quand chacun est dans l'opposition, quand la gauche est dans l'opposition, elle s'énerve, elle dit qu'elle va tout changer, elle va changer la vie des Français, la finance est son ennemi, etc. Mais quand elle arrive au pouvoir, finalement elle gère le capitalisme. Elle va même des fois un peu plus loin. Mitterrand Jospin est le Premier ministre qui a le plus privatisé dans l'histoire de ce pays, par exemple. N'oublions pas que plusieurs socialistes, ou en tout cas membres du PS, ont été des membres imminents des institutions internationales. Strauss-Kahn au FMI, Pascal Lamy à l'OMC, Delors a joué un rôle prépondérant dans la mise en place de l'euro. Voilà. Donc il y a et quand c'est la droite qui est dans l'opposition, elle feint se plaindre d'un communisme qui n'existe pas au pouvoir, et elle en fait des tonnes sur les questions identitaires et sociétales en promettant de nettoyer les banlieues au Karcher, en promettant d'expulser tous les sans-papiers, ou en parlant de clivage identitaire pour fracturer la société et faire mine de s'opposer au progressisme de la méchante gauche socialo-communiste. Dans les faits, depuis plus de 40 ans, on a des voix qui appelaient plutôt à une union, ce que Alain Minc appelait le cercle de la raison. D'ailleurs, Alain Minc a été un peu partout, il était au Monde, journal de centre-gauche, il a conseillé Sarkozy, là il a rejoint Pécresse, mais il est passé par Macron, enfin voilà. Le cercle de la raison, c'était les raisonnables de gauche et de droite, et les extrêmes écartés. Quelqu'un comme Rosan Vallon, qui a été l'un des grands théoriciens de la deuxième gauche, a beaucoup œuvré dans ce sens-là aussi, tout en se disant toujours de gauche, etc. Il a beaucoup œuvré dans ce sens-là. Attali, qui était la plume de Mitterrand et son conseiller spécial, n'oublions pas qu'il a présidé une commission de Nicolas Sarkozy, commission dans laquelle siégeait un certain Emmanuel Macron, qui a ensuite été son poulain. Voilà, donc finalement, l'élection d'Emmanuel Macron était une clarification. C'est cette union de la gauche libérale, de la droite libérale, qui ont fusionné en un et qui gouvernent. Et ça a permis de voir qu'en fait, il y avait un gros centre qui va du centre-gauche au centre-droit. D'ailleurs, on voit que les républicains sont de plus en plus embêtés. Une grande partie ont rejoint Macron. Après, on a ceux qu'on a appelés les constructifs, qui sont des LR qui soutiennent Macron. Et puis, finalement, Valérie Pécresse doit se distinguer de quoi? De comment de Macron, en disant qu'il était trop socialiste, qu'elle va privatiser encore plus, et en faisant des petites sorties, en ressortant le Karcher de Sarkozy, etc. Mais dans les faits, tous ces gens-là pensent à peu près pareil. Maintenant, pour moi, il y a deux autres camps, et Micha serait d'accord avec moi. Il y a un camp un camp effectivement un peu plus, on va dire, national-identitaire aujourd'hui, un peu moins réactionnaire, même si Zemmour est aussi fondamentalement réactionnaire sur le plan des mœurs. Ce qui le distingue, ce qui met le plus en avant, et derrière, Marine Le Pen est beaucoup moins réactionnaire sur le plan des mœurs, c'est d'abord la question identitaire, nationaliste, la question des immigrés, etc. Et puis à l'inverse, on va dire, il y a un camp plutôt socialo-progressiste, donc qui n'est pas forcément socialiste au sens où j'ai défini tout à l'heure, pour une société sans classe,
voilà, qui est pour plus de social, pour un maintien des services publics, etc. Et qui, à côté, est très active aussi sur sur les questions sociétales et identitaires, dont la pointe la plus avancée est la gauche, et la gauche postmoderne, l'extrême gauche postmoderne, que certains appellent woke, etc., qui est une gauche intersectionnelle et déconstructionniste. Voilà, aujourd'hui, on pourrait dire que ce sont là les clivages, ce sont là les vrais clivages, et Michel lui appellerait plutôt à quelque chose qui pourrait s'apparenter à la gauche socialo-progressiste, mais qui ne l'est pas totalement, puisque c'est une gauche qui, elle, serait vraiment plutôt axée sur la question de la lutte des classes, sans pour autant vouloir revenir sur les avancées sociétales, sans pour autant toutes les défendre. Par exemple, sur les questions bioéthiques de PMA ou de GPA, il y a quand même les avancées de la technique. Il y a des avancées de la technique dans nos sociétés. Et comme disait quelqu'un comme Jacques Ellul, une société gagnée par la technique est perdue pour la liberté. Et voilà, mais en fait, on va dire que Michéa appellerait, on va dire, à un quatrième camp, ou plutôt appellerait à ce troisième camp, à se refonder sur des bases un peu plus lutte des classes, contre, effectivement, un bloc populaire, contre le bloc élitaire, dont Macron est le plus beau des représentants, mais dont finalement Valérie Pécresse et même Éric Zemmour sont aussi des représentants à leur manière. Il semblerait, à vous écouter, que cette caste politique-là ait perdu quelque chose que Michéa honore beaucoup, qui s'appelle la décence commune. Il emploie ce terme très souvent en référence, il me semble, à George Orwell. C'est ça. Donc ma question que j'ai à vous poser, c'est en fait, comment définir ce terme qui peut paraître quand même assez flou de prime abord, et qu'est-ce qu'il apporte concrètement au débat public? Alors, la décence commune, oui, la common decency, donc traduit par code décence commune ou décence ordinaire selon les auteurs, effectivement, un concept très utilisé par George Orwell qui ne définit jamais. Mais il en parle souvent de la décence ordinaire du travailleur, ou de la décence commune des gens ordinaires, etc. Michéa, lui, en donne plusieurs définitions que je vais peut-être vous lire d'ailleurs, si je les retrouve assez facilement. Voilà, puisque je rappelle dans la polémique qui avait opposé Lordon à Michéa, Lordon dans son texte qui s'appelait Impasse Michéa, en référence à un livre de Michéa qui s'appelait Impasse Adam Smith, sur l'impasse du libéralisme et sur l'impasse de dépasser le libéralisme par la gauche aussi. Lordon affirme, je cite, « ne pas saisir ce concept sociologique des plus filandreux ». Alors, Orwell ne l'a pas défini, mais Michéa en donne plusieurs définitions dans plusieurs livres. Donc, dans Orwell Anarchy Story, il dit qu'il s'agit du sens commun qui nous avertit qu'il y a des choses qui ne se font pas. Dans l'enseignement de l'ignorance, il parle de l'ensemble de dispositions à la bienveillance et à la droiture qui constituent, selon Orwell, l'indispensable infrastructure morale de toute société juste. Dans l'Empire du moindre mal, il parle de valeurs partagées et solidarité collective effectivement partagée et pratiquée. Dans Impasse Adam Smith, il parle des vertus quotidiennes des gens ordinaires qui constituent l'une des ressources principales dont dispose encore le peuple d'en bas, comme le nommait déjà Jack London, pour avoir une chance d'abolir un jour les privilèges de classe et édifier une société d'individus libres et égaux, reposant autant qu'il est possible sur le don, l'entraide et la civilité. Alors, qu'est-ce que la common decency ? Pour lui, en fait, c'est une prédisposition qui n'est pas en fait naturelle, mais qui est sociale des catégories populaires, en fait, à estimer que certaines choses ne se font pas. C'est pas exactement une forme d'idéologie du bien ou d'idéologie morale, parce que c'est pas quelque chose qui vient du haut, c'est pas quelque chose qui est imposé par l'État, par le roi, par l'Église, mais c'est quelque chose en fait qui vient du bas, de la pratique en fait quotidienne de l'entraide et du don contre don. Alors là, Michéa en fait fait référence aux travaux de Marcel Mauss, célèbre anthropologue et père de l'anthropologie française, neveu de Durkheim et secrétaire de Jean Jaurès. En fait, dans son essai sur le don, Marcel Mauss analyse les structures de vie des sociétés ordinaires et voit qu'il y a des sociétés primitives et voit qu'il y a quelque chose qu'on retrouve dans toutes les sociétés primitives, qui est la pratique du don, c'est-à-dire la capacité de donner, de recevoir et de rendre. Donc le don, c'est effectivement ce qui échappe au marché et c'est la manière dont les gens
ont les gens en fait d'échanger sans passer par des choses monétaires. Typiquement, j'ai besoin de faire des travaux chez moi, ma perceuse est en panne, je vais demander à mon voisin de m'en prêter une. Un jour, dans 2 mois, il a une galère, il a besoin que ses enfants soient gardés, il n'a pas de nourrice sous le coude, je vais garder ses enfants. Et dans cet échange, il n'y aura pas eu de contrepartie monétaire. Il m'aura donné sa perceuse, ou en tout cas prêté, je l'aurais reçu. Et en fait, ce que j'aurais rendu, c'est le service par rapport à ses enfants. Et en fait, Marcel Mauss explique que toute société repose d'abord sur ça, avant d'être monétaire. D'ailleurs, il y a plein de sociétés où il n'y avait pas d'échange monétaire, même de troc en fait. Mais il y avait voilà, cet échange informel, qui n'est pas une question de bonté naturelle. Marcel Mauss dit que le don entraîne aussi le vol, l'accaparement, qu'il y a aussi, il parle du potlatch, qui est le don ostentatoire. Le don ostentatoire qui humilie, par exemple, je suis riche, je suis beaucoup plus riche que mon meilleur ami, je veux lui montrer que je suis un meilleur ami meilleur que lui, je lui offre une Ferrari. Bah, quelque part, c'est un très joli don, mais ça l'humilie parce que lui ne sera jamais capable de m'offrir la même chose. Voilà. Dans les sociétés traditionnelles, il y a de ça aussi, dans le don ostentatoire, en fait, qui montre la valeur de celui qui donne et sa supériorité à celui qui reçoit. Et donc, Micha explique qu'à partir de cette structure, les gens, en fait, connaissent certaines formes d'entraide qui changent selon les sociétés, connaissent une sorte de morale minimale, de sens commun minimal, qui permettent l'entraide, effectivement, des choses. Quelqu'un comme Bruce Begou, qui est un philosophe qui a travaillé sur la question de la common decency, qui a fait tout un livre là-dessus, dit même que c'est une notion anarchiste en décomposant le terme, c'est-à-dire qui est apolitique en fait, et surtout qui s'oppose à toute forme de domination, c'est-à-dire que les gens qui échangent entre eux, en fait, ils échangent dans des rapports égalitaires, quand bien même ce n'est pas quelque chose de formalisé. Et donc, en fait, la common decency, c'est pour Michéa, contrairement à ce que certains pensent, qui voient ça comme une sorte d'idéologie conservatrice, où Michéa dirait, ben, les pauvres définissent le bien comme ça, et en fait, la common decency, je sais pas, ça s'oppose à la révolution sexuelle, la common decency, c'est ne pas avorter, etc. En fait, non, la common decency, c'est d'abord en fait cette pratique de l'entraide et l'idée que certaines choses ne se font pas dans un immeuble. On ne dégrade pas les parties communes parce que elles sont à tout le monde. Par exemple, ça c'est un exemple de common decency. Certaines formes de civilité. Dans le bus, je suis assis, une personne âgée arrive. On n'est pas obligé, le chauffeur n'est pas obligé de me forcer à me lever pour que je me lève ou de laisse la place. J'entre dans l'immeuble, je vois une femme, une femme qui porte ses courses, allez, de 50 ans qui porte ses courses et qui a du mal, bah, je vais l'aider en prenant un sac et en apportant ce sac devant chez elle. Ce sont toutes ces pratiques en fait de la common decency. Et pour Michéa, tout socialisme doit s'appuyer là-dessus parce que c'est la manière de sortir du dilemme État-marché. C'est-à-dire l'État qui ferait tout, et donc ça donne l'URSS, ou le marché qui prendrait tout en main, et ça donne nos sociétés néolibérales. Pour lui, la common decency, c'est justement cet entre-deux qui va permettre au fait, aux gens de s'auto-organiser à l'ombre et de l'État et du marché, et être capable d'échanger entre eux. Micha met aussi en garde quand même contre le fait que la common decency est grignotée, dans le temps par les structures néolibérales, par l'urbanisme qui nous transforme, on va sûrement revenir sur ce terme plus tard, en une sorte de lumpen prolétaire, donc de ce prolétaire, donc de prolétaire individualisé qui ne pratique plus justement ces échanges. Voilà, on peut le voir très bien dans une ville comme Paris, mais ça marche dans toutes les grandes métropoles, Bordeaux, Lyon, Lille, Montpellier, etc., où en fait cet urbanisme avec effectivement des appartements, enfin des immeubles avec appartements, etc., où les gens ne se croisent plus forcément, ne se connaissent plus, grignote cette common decency, mais ça marche aussi dans les zones périurbaines où en fait c'est le règne du pavillon individuel et du repli individualisé sur son pavillon, son jardin, son barbecue, surtout cette volonté d'être toujours à une petite distance de ses voisins. On voit que les maisons dans les zones pavillonnaires ne sont jamais collées. Il y a toujours une petite distance pour que les gens puissent échapper les uns aux autres.
Voilà, c'est des choses qui grignotent la common decency, mais pour Michéa, elle n'est pas pour autant morte. Parce que, en fait, selon lui, les classes populaires ne pourraient de toute manière pas survivre sans cette pratique de l'entraide, surtout dans des temps où l'inflation se fait galopante, où les salaires eux stagnent et où en fait nos modes de vie sont aussi de plus en plus onéreux. Aujourd'hui, tout le monde a un smartphone, un abonnement téléphonique, oui, téléphonique, une box, etc. Donc en fait, ont des modes de vie qui sont eux-mêmes beaucoup plus chers. Et pour les classes les plus fragiles, en fait, ce mode de vie n'est tenable qu'effectivement s'ils sont capables d'échanger les uns avec les autres en dehors du marché. Je propose qu'on revienne ensemble sur le terme lumpenprolétariat. Mhm. Donc en effet, il semblerait que la licence commune soit, disons, ce qui préserve de ce lumpenprolétariat, de cette caïra, comme le nomme Michéa. Or, il semblerait que celle-ci, comme vous l'avez vous-même mentionné, est largement menacée par l'ordre libéral qui met avant tout comme point d'orgue les intérêts utilitaristes avant tout, qui met le profit comme recherche absolue dans toute chose, et donc qui va complètement venir délaisser toutes les valeurs et normes qui, disons, font justement les liens de solidarité et la société. Et donc on pourrait se demander, déjà, donc, est-ce qu'aujourd'hui, avec le délitement justement néolibéral du lien social, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une émergence toujours plus grande de ce lumpenprolétariat, cette caïra, et si oui, comment faire donc dans les années à venir pour essayer de la résorber? Est-ce que les réponses sécuritaires que peuvent apporter du coup des Zemmour, des Pécresse ou beaucoup de personnalités de droite sont suffisantes ou adéquates si on prend le constat, l'analyse de Michéa? Ouais. Alors déjà, revenons sur le thème lui-même de lumpenprolétariat ou de sous-prolétariat. Pour rappel, dans la lutte des classes en France, Marx, en fait, ne distingue pas deux classes sociales, comme souvent le pense la bourgeoisie et le prolétariat, mais 7, si je ne me trompe pas, donc 3 classes dominantes qui sont la bourgeoisie, l'aristocratie financière, la bourgeoisie industrielle, la bourgeoisie rentière, ensuite une classe au milieu qui est la petite bourgeoisie. Donc les 3 classes dominantes, en fait, ce sont celles qui ont le capital, un capital suffisant pour exploiter des travailleurs et ne pas travailler, et vivre du travail d'autrui. La petite bourgeoisie, c'est celle qui a assez de capital pour vivre de son propre travail, c'est le petit artisan, le petit boutiquier, etc. Et qui peut avoir 1 ou 2 salariés, mais qui ne vit pas de l'exploitation d'autrui, même s'il a des salariés et qu'il y a un lien hiérarchique entre lui et ses salariés. Mais il peut d'ailleurs ne pas avoir non plus de salariés et juste être son propre patron, et c'est tout. Et puis, il y a les classes, on va dire, les plus inférieures, la paysannerie, on voit très bien ce que c'est, le prolétaire, donc proles en latin, c'est enfant, le prolétaire, c'est celui qui n'a d'autres richesses que ses enfants, et en fait, c'est l'ouvrier. Et pour finir, effectivement, on a ce lumpenprolétariat qui vit en dessous, qui est en fait celui qui ne travaille pas et qui vit, en fait, qui ne vit, qui ne vit pas qui ne travaille pas et qui en même temps n'est pas bourgeois. Donc, qu'est-ce que c'est? Eh ben, à l'époque de Marx, ça va être le mendiant, ça va être le brigand, etc. Alors que certains intellectuels socialistes peuvent avoir une certaine attirance pour l'umpenprolétariat, je pense à Bakounine par exemple, qui pense qu'en fait les brigands vont aider à la chute du capitalisme. Marx a une analyse différente. Il parle d'ailleurs même de racaille, en tout cas c'est la traduction française qui le traduit par racaille pour parler de ce lumpenprolétariat. Il dit que toute personne qui s'allie avec le lumpenprolétariat sera déclarée ennemie de la classe ouvrière. Et il explique que à l'époque, les ouvriers s'arment contre les voleurs. Et ce n'est pas une marque de réaction de leur part ou de conservatisme petit bourgeois. C'est juste que ces pauvres ouvriers travaillent, ont très peu. Il faut vraiment imaginer ce qu'est un ouvrier au 19e siècle. C'est quelqu'un, il a une table, un lit pour lui, un pour ses enfants et pas grand-chose, alors qu'il n'a presque rien. Et en plus, il se fait voler par ce lumpenprolétariat. Et autre chose, c'est que le lumpenprolétariat, en fait, politiquement, a été l'allié objectif de la réaction. Il a permis à chaque fois les émergences au pouvoir des pouvoirs les plus autoritaires. Napoléon III, même si Napoléon III est quand même d'abord aidé par la paysannerie. Le fascisme en Italie, Gramsci et Pasolini montrent que le lumpenprolétariat a joué son rôle parce qu'ils divisent la classe ouvrière et en fait ils font basculer la classe... Ils terrorisent la classe ouvrière qui peut basculer vers les réactions à cause d'eux. Et donc le lumpenprolétariat, c'est ça. Et d'ailleurs, une analyse marrante, c'est que c'est dans le dernier chapitre de la lutte des classes en France,
En fait, ce premier chapitre qui est assez marrant, il parle de la monarchie de Juillet, donc du pouvoir de Louis-Philippe, où il dit qu'en fait, sous la monarchie de Juillet, ce n'est pas la bourgeoisie qui règne, mais une bourgeoisie, l'aristocratie financière, parce que en fait, il parle de l'endettement constant de la monarchie, et en fait, les banquiers prêtent au roi, donc le roi s'endette auprès des banquiers, quelque part, ce sont les banquiers qui font la politique grâce à l'endettement. On pourrait aujourd'hui transposer ça avec la crise de 2008, ensuite la crise des dettes souveraines des États. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place des politiques néolibérales parce que les marchés financiers l'exigeaient. Et même quand un pouvoir de gauche radicale est arrivé au pouvoir en Grèce, Syriza et Tsipras, ils ont fini par devoir s'aligner avec l'aide évidemment de l'Union européenne au programme du marché financier. Donc Marx fait tout ça et en fait Marx explique comment cette aristocratie financière est, on va dire, plutôt dégénérée selon lui, comment en fait pour lui elle raquette les gens. Et la dernière phrase de ce chapitre, c'est l'aristocratie financière est dans ses gains comme dans ses jouissances n'est autre que, pardon, l'aristocratie financière n'est autre dans ses gains comme dans ses jouissances que la résurrection du lumpen prolétariat dans les plus hautes sphères de la société. Traduction, trader et Kaira, même combat. Et donc, revenons à la Kaira aujourd'hui. Michel en fait une très bonne scolie dans l'enseignement de l'ignorance où il dit la Kaira est-elle intégrée? Si on parle intégrée à la société, non, puisqu'elle vit en marge d'elle. Si on parle au système capitaliste, elle est bien mieux intégrée que n'importe quel travailleur honnête, lui, intégré à la société. Pourquoi? La Kaira, aujourd'hui, c'est celle qui est totalement intégrée à la société de consommation par son style vestimentaire, Nike, Lacoste, etc. En marketing, il y a même ce qu'on appelle le cas Lacoste, parce que les Kaira ont tellement porté Lacoste après que ça a été popularisé par le groupe de rap que j'adore, Arsenic, au point où, en fait, Lacoste a dû dépenser énormément d'argent pour nettoyer son image de marque. Donc, il y a ça, et la Kaira, c'est celle qui, effectivement, veut de l'argent facile, le deal, etc., voilà, le vol, l'arrachage de portables, le braquage, etc., c'est des gens qui veulent de l'argent facilement. Et cet argent peut servir effectivement des fois à faire vivre aussi leur famille, leur mères qui sont souvent femmes de ménage ou chômeuses, etc. Mais c'est aussi une manière d'avoir un mode de vie ostentatoire. Aujourd'hui, beaucoup de gosses qui à 12 ans font les gays pour les dealers, le font pour s'acheter des paires de requins qui coûtent 200 balles. Et la Kaira à 30 ans, c'est celui qui est content d'avoir sa BM, d'avoir des vêtements hyper chers, le dernier iPhone, etc. Donc, en ça, on peut dire qu'elle est totalement intégrée au système capitaliste. D'ailleurs, le petit retournement, c'est que le lumpen prolétariat, ou le sous-prolétariat, c'était le prolétariat en haillons. C'était certes des brigands, mais c'était des brigands qui voilà, avaient des vêtements pas chers, etc. Avec le développement de la société de consommation, la Kaira, en plus, s'habille de manière bien plus ostentatoire que les classes populaires, mais même qu'une grande partie des classes moyennes. Voilà, elle a un style vestimentaire qui est beaucoup plus onéreux. Et donc, effectivement, la Kaira est le fruit, on va dire, de la désociabilisation. C'est le fruit du déracinement. En fait, dans des sociétés où il n'y a plus à la fois de lien social, mais aussi la Kaira, c'est un phénomène de cité. Donc, il faut voir que ce sont les cités qui sont les périphéries des grandes métropoles. Les grandes métropoles qui sont les lieux qui créent le plus de richesse. Ce sont les pauvres de ces lieux qui créent de la richesse. Donc, des gens qui vivent aussi au quotidien les inégalités. Pourquoi la Corrèze est aussi pauvre que le 9-3 et n'a pas de Kaira? C'est parce que tout le monde est pauvre en Corrèze et à côté, il n'y a pas de richesse. Moi, vous venez dans ma ville, à Bagnolet, en Seine-Saint-Denis, et ben, il y a un quartier à côté du métro où des gens, en fait, vont prendre la ligne 3 de Levallois ou du 16e arrondissement et vont arriver directement pour acheter dans les mains des dealers de la drogue. C'est faisable. Ce n'est pas faisable en Corrèze. Donc, il y a déjà ce rapport à la richesse. Ce sont des gens qui vivent en périphérie du système capitaliste qui produit énormément de richesse et ce sont ceux qui se comparent à cette inégalité. Ce sont des gens qui viennent de quartiers où l'école est défaillante, où les services publics sont absents, voire défaillants, etc. Ça arrive aussi dans une société où on va dire toutes les institutions qui intégraient les individus à la société, l'école,
le Parti communiste, la CGT, l'Église catholique, le service militaire, soit n'existent plus, soit sont en très forte crise. Et ce sont en fait ces agents du déracinement et de la non-intégration dont parle très bien Debord dans une note qui s'appelle la note sur la question des immigrés, où il pose quelque chose de très intéressant. Il dit en fait, il ne devrait même pas se demander combien il y a d'immigrés en France, mais combien il reste de Français en France, au point où en fait ce n'est pas que l'immigré qui n'est plus français, c'est même le français qui est désintégré par la société, ce qu'il appelle la société spectaculaire marchande, entre parenthèses, américaine. Et voilà, et donc en fait la France étant devenue un sous-secteur, on va dire, du marché mondialisé, du marché mondialisé, en fait, c'est toute une société en fait qui se désagrège et effectivement qui permettent ce phénomène de gens qui ne sont plus intégrés à la société, mais qui sont intégrés aux valeurs marchandes de cette société. Et d'ailleurs, Debord dit, il y a une phrase que je vais essayer de citer de tête qui est assez marrante, où il dit « On se gargarise de beaux slogans publicitaires, faut-il assimiler ou respecter la diversité culturelle, mais la France n'est plus capable d'assimiler personne, et quelle diversité culturelle? Il n'y a plus de culture, il n'y a que des individus intégrés au marché spectaculaire mondialisé. » Et il finit ce très beau texte par la France est assurément regrettable, mais les regrets sont vains. Et un peu avant dans ce texte, il parle aussi de l'américanisation de la société. On est dans les années 80, où il dit que en fait, nous nous sommes faits américains, nous aurons les problèmes des Américains, la ghettoisation, la violence, etc. Nous n'aurons même pas les solutions que les Américains connaissent dans leur pays. Et donc, en fait, effectivement, la KRA aujourd'hui est le symbole de la société de consommation et du capitalisme tardif. Alors maintenant, est-ce que la question de l'insécurité, est-ce que le tout répressif, etc., peut régler ce problème? Alors déjà, n'oublions pas qu'aujourd'hui, il existe une gauche majoritaire qui nie ces problèmes, alors que qui sont les premières victimes des KRA? Ce sont des classes populaires elles-mêmes. Vraiment, moi j'invite ceux qui ne voient pas le problème à voir, par exemple, l'école primaire dans laquelle j'ai grandi ou dans laquelle j'ai pu faire mes premières classes, où en CM2, je me retrouve avec un camarade de classe qui frappe le prof, des élèves qui se battent dans la classe, etc. Même pour ceux qui essaient de suivre le cours, en fait, ça devient très compliqué. Il y a ceux qui se font racketter, voilà, il y a en fait les premières victimes sont quand même les classes populaires de ces cités et aussi les classes populaires qui vivent à côté, parce que à côté des cités, il y a des classes moyennes, inférieures, pavillonnaires qui sont aussi les victimes de ces violences. Et puis il y a même en fait, vu que les choses ne sont plus si cloisonnées, les KRA sont capables d'aller emmerder en plein cœur des centres-villes, etc. Donc aujourd'hui, c'est un problème, c'est quand même un problème assez massif. Alors moi, j'entends ces histoires de oui, mais les homicides ont reculé avec le temps. C'est vrai, les chiffres sont vrais, mais il y a des choses en fait que les statistiques ne sont pas capables de retranscrire. Le nombre de gens qui aujourd'hui, pour se préserver, vont changer de trottoir, vont baisser les yeux, ne vont pas répondre à une mauvaise remarque, ne vont pas oser s'asseoir sur un siège de bus parce qu'une KRA y a mis ses pieds, etc. Et ben, ce sont des choses qui créent ce fameux sentiment d'insécurité dont les sociologues disent que c'est du vent, mais pourtant ce sont des choses que les gens ressentent, ou les parents qui se disent que leur fille passée 23 heures ne doit pas rentrer passer 23 heures parce qu'ils ont peur que leur fille se fasse emmerder par des KRA. Ou même le harcèlement, la question du harcèlement de rue qui est aujourd'hui un problème massif dans toutes les grandes villes. Je pense qu'il n'y a pas une femme qui ne s'est pas fait harceler au moins un jour, siffler, etc. Et qu'on ne s'est pas retourné, traité de salope, de pute, de chienne, etc. Voilà, ce sont des choses qui ne vont pas entrer dans les statistiques. Alors évidemment, mieux vaut ça que de l'homicide. Et en même temps, j'ai envie de dire, pour quelqu'un des classes populaires, imaginons des mafieux qui s'entretuent un soir entre eux, ça crée 10 homicides, donc dans les statistiques ça fait 10 homicides, bah finalement les classes populaires vont moins vivre, ne vont pas vivre ça mal, alors que peut-être que juste une KRA qui les siffle dans la rue, ça va plus créer de sentiments d'insécurité pour elles que si 10 homicides qui sont certes tragiques, mais en fait qui ne vont pas les toucher, puisque ce sont des mafieux entre eux.
Voilà. Maintenant, une fois ça dit, moi je pense que effectivement, les solutions de la droite, zémouriste, LR, sarkozyste, etc., ne sont pas forcément les bonnes. Des caméras partout, des flics partout. D'ailleurs, ce sont des gens qui sont très malins parce que ce sont des gens qui prônent l'austérité. Donc la destruction en fait des polices, de la police, etc. Et en même temps qui vont prétendre mettre de la police partout. Dans ma ville, à Bagnolet, il n'existe pas de vrai commissariat. Notre député, qui est un député de la France Insoumise, Alexis Corbière, essaie de se battre pour qu'on obtienne un vrai commissariat dans cette ville. Voilà, c'est par ailleurs la deuxième ville la plus endettée de France. Euh, donc pendant que en fait, ces gens, ces libéraux passent leur temps à dire sécurité, sécurité, ils ont quand même détruit la police. Sarkozy a dissous, je pense, la meilleure chose qui existait dans la police, qui est la police de proximité. Et en fait, les relations, on va dire, BAC-cité sont assez nocives. C'est-à-dire, la BAC, justement, c'est celui qui va faire des rondes un peu comme un cow-boy dans la cité, mais qui ne va pas avoir de vraies relations avec eux. Ça va être des descentes juste pour choper les dealers, etc. Et ça va être en fait un conflit permanent entre les habitants et la BAC. Voilà. Des choses qu'on peut voir dans Les Misérables, Bac Nord que je n'ai pas vu, mais voilà, dont on m'a relaté un peu les faits. Et ce sont des choses, en fait, des relations qui ne sont pas tenables. Et en fait, on pourra toujours augmenter les effectifs de la BAC. Je pense que si on ne change pas sa philosophie, qu'on ne revient pas à une vraie police de proximité, mais qu'à côté de ça, il n'y a pas aussi une lutte contre la ghettoisation, c'est-à-dire contre ce processus qui fait que les minorités ethniques d'origine immigrée et pauvres se retrouvent toutes concentrées dans des mêmes lieux, ce qui n'aide pas à leur intégration, qu'on ne remet pas du service public, qu'on n'agit pas pour l'école, qu'on ne lutte pas contre un chômage endémique aussi dans ces quartiers. On arrive des fois à 40-45% de chômage, etc. Bah, je pense que ce sécuritaire qu'il ne faut pas mépriser est vain. Et en fait, aujourd'hui, on a des gens de gauche qui d'ailleurs des fois apportent de bonnes réponses à ça en disant il faut, je sais pas, de l'argent. Enfin, d'ailleurs, de l'argent, beaucoup ont été mis. En réalité, les plans de banlieue ont coûté, et la politique de la ville ont coûté très cher. Donc, c'est pas une question d'argent, c'est plus une question de changement, on va dire, de rapport social et de mode de production qui aiderait les gens. Aussi, moi, je pense qu'il faudrait une sorte de planification aussi on va dire, du logement, de la manière dont les gens sont logés, parce qu'effectivement, vous arrivez d'Algérie ou du Sénégal, vous vous retrouvez dans un quartier où il n'y a que des Algériens, des Sénégalais, on parle comme au bled, etc. Ben, pourquoi vous intégrez? C'est naturel. Les Français qui sont expatriés à Shanghai, à Londres ou autres font exactement pareil, donc c'est quelque chose de très naturel. Donc moi, je pense que voilà, il faut être capable de lutter contre ces phénomènes de ghettoisation, contre cette paupérisation, etc. Et effectivement, il faut prendre au sérieux aussi les problèmes de la police. Il faut défendre une police près des habitants, mais qui est capable d'être ferme aussi, parce que ça aide aussi les habitants de les débarrasser des racailles. Je pense que dans ces solutions, je pense que la solution est un mix entre la lutte contre le capitalisme, la lutte contre la ghettoisation, une défense des services publics et de l'éducation, et puis aussi, effectivement, un volet sécuritaire lié à la police, oui. Michel indique, vous le rappelez constamment durant l'entretien, le marché, lorsqu'il se met en place, a besoin d'hommes complètement atomisés, dénués de valeurs sociales qui sont telles que l'honneur, la fidélité, la loyauté, ces choses qui donc seraient contre-productives par rapport à l'efficacité marchande qui est requise. Donc selon lui, ce mode-là de fonctionnement, en se basant sur Marcel Mauss que vous avez évoqué, est complètement incompatible avec l'anthropologie humaine. Pourtant, il semblerait que plus le temps avance, et malgré les crises qui se produisent, ce système ne cesse de se renforcer, même que les crises viennent encore plus l'amplifier. Et à ce moment-là, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire, en fait, Michel avait tort, il pensait que c'était incompatible, finalement, le capitalisme va réussir à remodeler l'homme, l'anthropologie humaine, de sorte à ce que ce système devienne compatible finalement avec le nouvel humain créé par celui-ci. Bien sûr. Alors pour Michel, en fait, ce système a trois limites. Les deux premières, je vais y passer très rapidement. La première, c'est la limite économique. Pour lui, c'est la chose marxiste. En fait, pour lui, le capitalisme, à terme, mène à des crises de surproduction. Il est là-dessus d'accord avec Marx. Je ne vais pas revenir dessus parce qu'en fait, c'est quelque chose d'assez laborieux. Voilà, donc il y a la limite économique. Le capitalisme, à terme, ne survivra pas à ses propres contradictions, sauf qu'à la différence de Marx, Michel ne pense pas que ça mènera forcément à une société plus juste et communiste, mais ça peut aussi mener à bien pire. La deuxième est la limite écologique. Pareil, je ne vais pas revenir là-dessus. Aujourd'hui, tout le monde la connaît, cette limite
cette limite écologique, et on voit très bien que si rien ne change, les 2%, les 2 degrés pardon, du GIEC seront largement explosés si on ne remet pas en question la société industrielle et notre mode de production. Et donc la troisième, effectivement, est anthropologique. Pour lui, le capitalisme crée des individus atomisés, comme disait Engels, des monades isolées repliées sur eux-mêmes. Et en fait, le capitalisme recrée une guerre du tous contre tous, mais par avocat interposé. Pour faire simple, pour lui, en fait, le libéralisme, c'est deux choses, en fait. Disons que c'est la régulation de la société par le droit et par l'économie. Mais cette régulation, en fait, finit par détruire toute forme de valeurs communes. D'ailleurs, le libéralisme refuse de prendre parti sur la question du bien. C'est un État qu'on appelle axiologiquement neutre. Il ne se prononce pas sur le bien tant que c'est légal ou que le marché peut l'absorber, on le fait. Et donc c'est quelque chose qui en fait finit par toujours repousser toute limite morale. Déjà parce que tout doit pouvoir s'acheter et se vendre, le corps, les drogues, etc. Et donc à terme, on en arrive en fait à une marchandisation de tout. Et en plus, il n'y a pas de mode de vie qui est défendu. Et donc chacun peut avoir ses propres valeurs, sa propre conception du beau, du bien et du vrai, et son propre mode de valeur. Donc en fait, les gens sont juste effectivement des atomes qui, comme disait Pasolini dans la dernière interview qu'il a accordée avant de mourir, il disait le tragique aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus d'êtres humains mais que des petits robots qui se cognent les uns contre les autres. Et effectivement, c'est ça. Mais le droit, justement, est là pour régler les choses. Sauf que ce que montre Michéa, c'est que finalement, en fait, ce droit lui-même est sans cesse évolutif et dépend des rapports de force dans une société. Et que sous les mêmes présupposés philosophiques, on peut autoriser la cigarette partout, l'interdire dans tous les lieux publics. En fait, ça dépend de qui sont les gens qui sont capables de protester en étant les plus nombreux contre quelque chose. Et donc, ça mène à chaque fois des groupes de consommateurs à s'opposer les uns sur les autres. Au point, on en est arrivé à une société où... au fur et à mesure que le droit augmente, que les droits individuels augmentent, on a de plus en plus de répression par le pénal. Philippe Muret, détournant une formule de Freud, parle de l'envie de pénal. Et donc, effectivement, pour Michéa, en fait, on va en arriver à une société, à une nouvelle guerre du tous contre tous par avocat interposé. Et ce qui, effectivement, n'est pas tenable. N'est pas tenable pour des raisons anthropologiques et voilà. Mais vous avez raison sur quelque chose, c'est qu'on voit que le capitalisme est en train de remodeler l'homme. Pasolini le voyait déjà, où il disait qu'en fait que la société de consommation, qu'il appelait le fascisme de consommation, avait plus changé l'âme des êtres humains que le fascisme avait réussi à le faire lui-même. Oui. Il dit que les âmes des humains ont été violées et souillées par la société de consommation parce que les jeunes se soumettent aux modes sans cesse changeantes. Et en fait, ce qui entrave à chaque fois leur mode de vie. On y ajoute la question de la technique, et même aujourd'hui du numérique. Aujourd'hui, on a créé des homo numericus, c'est-à-dire des gens, en fait, sans qui il est impossible de vivre sans cette prothèse numérique qui est le smartphone. D'ailleurs, on peut voir que quelque chose comme le confinement était inimaginable encore il y a 20 ans, mais c'est imaginable avec des gens qui sont sans cesse derrière leurs écrans. 2 livres que j'ai trouvé fort intéressants sur cette évolution anthropologique. Il y en avait une qui s'appelle La civilisation du cocon, d'un journaliste qui s'appelle Vincent Cockbert chez Arquet, qui explique que si le confinement a pu être si bien accepté, c'est parce qu'il y a une tendance lourde de nos sociétés au repli sur soi. Donc en fait, avant, il y a 15 ans encore, ce qui était vu comme cool le vendredi soir, c'était de sortir avec ses potes, boire des pintes, ou d'aller au cinéma. Bon, certes, le cinéma est devenu quand même très cher quand on n'a plus de réduction. Et aujourd'hui, ce qui est cool, c'est d'être avec 3 potes à faire une soirée Netflix, voire à faire ces soirées Netflix tout seul, avec smartphone à la main pour parler de la série avec son pote ou pour parler même d'autres choses. Et d'ailleurs, ce qui est bien avec Netflix, c'est que c'est même l'atomisation de la série, etc. Avant, il y avait des séries que tout le monde regardait, que ce soit... Quand j'étais gosse, des trucs un peu pour ados, Beverly Hills, les années collège, etc., où tous les ados regardaient. On pouvait avoir des séries comme des séries comme Friends, que tous les jeunes ont pu regarder à un certain moment.
Et puis plus proche de nous, quelque chose comme Game of Thrones, que tout le monde a pu regarder chaque lundi soir, les gens, les Français, enfin, les jeunes allaient regarder le Game of Thrones en streaming, après sa sortie aux États-Unis, etc. Aujourd'hui, en fait, déjà avec Netflix, quand les séries elles sortent tous les épisodes de la saison sortent en même temps, donc ça permet de binge-watcher tout son week-end sa série. Et puis chacun va la regarder de son côté, etc. Donc même sur ça, en fait, on voit qu'on est atomisé là où quelque part la télé que je ne défends pas forcément permettait aux gens de se retrouver derrière quelque chose, ben, chacun finalement va même avoir sa propre consommation de la culture de masse personnelle. Donc pour en revenir à ça, effectivement, le capitalisme a réussi à nous modeler au point où en fait on est capable de se retrancher sur soi, etc. Mais moi je pense que malgré tout, les hommes restent les hommes. Les hommes restent ce qu'Aristote appelait des zoon politikon, des hommes politiques, mais aussi des hommes sociaux qui ont besoin de rapports les uns avec les autres, qui ont besoin en fait effectivement de leur famille, et même dans cette tendance de repli, on voit que ce que disent les gens qui veulent se replier, ils disent en fait moi je me replier certes loin de la cité, de la vie commune, mais avec ma famille et mes 5 meilleurs potes. On voit les gens ont besoin de ça, et je pense qu'à terme il n'est pas tenable, en fait il ne sera pas tenable une société qui atomise toujours plus parce que ça créera un besoin. Effectivement, les gens sont de plus en plus déracinés, mais comme disait Christopher Lasch, le déracinement déracine tout, sauf le besoin de racines. Les gens ont ce besoin, et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui explique la montée des formes d'identitarisme de gauche et de droite, et de nationalisme, et de xénophobie, etc. Parce que les gens ont besoin de se retrouver derrière quelque chose, et donc la réaction à cette atomisation, c'est un communautarisme qui va être ethnique, religieux, etc. Donc on va se retrouver sur ce qu'on a en commun contre les autres. Et effectivement, moi je pense qu'à terme, cette société n'est pas possible. Une société où on aura, je sais pas, on aurait des minorités islamistes, des minorités de cathos, tradis, des minorités de blancs racistes, etc. En fait, on voit que c'est quelque chose qui se délite. Enfin, que la société est en train de se déliter, et même ces changements anthropologiques, en fait, ne sont pas suffisants pour faire tenir, je pense, le capitalisme à terme. Nous espérons comme vous que cela ne sera pas possible, que ça ne va jamais devenir, mais il faudrait quand même avant cela prendre en compte une nouvelle variable que Micha évoque dans l'enseignement de l'ignorance, ce qui va nommer le entertainment, ou alors plus autrement dit cette société qui se fonde sur le divertissement, qui a été théorisée par Brzezinski. Et donc la question c'est est-ce que ce divertissement généralisé, là, qui devrait entrer dans une forme de passivité 80% de la population, ne sera pas suffisant pour, disons, nous dépolitiser radicalement, nous rendre complètement serviles et finalement laisser le pouvoir néolibéral, capitaliste, se mettre en place ces institutions et ces règles sans que nous soyons suffisamment réactifs pour l'en empêcher. Oui, c'est aussi ce que Castoriadis a pu appeler aussi l'enseignement de l'ignorance, pas l'enseignement de l'ignorance, pardon, la montée de l'insignifiance, donc le fait qu'effectivement les gens se dépolitisent et se replient sur eux. D'ailleurs, à Marianne, on a fait une il y a quelques mois sur la France qui s'en cogne, donc sur ces Français en fait qui ne veulent plus participer à la vie commune, qui ont d'ailleurs souvent de bonnes raisons de le faire, donc c'est même pas une critique envers ces gens, mais effectivement, est-ce que le divertissement pourra faire ça? Ben, je sais pas, parce que en même temps, j'ai l'impression que on a beau être de plus en plus dépolitisé, moi j'ai l'impression que les discussions entre les gens sont de plus en plus politiques, mais sont politiques pas au sens partisan du terme, mais voilà, on a eu la montée effectivement de l'antiracisme politique, enfin eux appellent ça comme ça, mais du décolonialisme, l'antiracisme décolonial, où en fait on entend de plus en plus de gens qui peuvent être dépolitisés mais se plaindre du racisme systémique ou structurel. On a la montée de la question du LGBTisme avec la question trans. On a de plus en plus aussi de gens qui disent tout simplement, qui eux ne sont pas de gauche, qui vont dire tous ces délires me cassent les couilles. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui fait que on voit que dans la société, les gens n'arrivent pas à se satisfaire du divertissement. Et d'ailleurs, même le divertissement prend cette tournure. Aujourd'hui, pour moi, le plus beau symbole ou le plus moche symbole du divertissement, c'est Hanouna. Et Hanouna qui à la base est le bouffon du roi, qui a commencé avec
ou le bouffon tout court, qui a commencé avec le Morning Live, où il était en plus, où il était moins drôle que Michael Youn, où ensuite il lance son émission. C'est devenu quelqu'un qui pense être un faiseur de roi, avec des chroniqueurs de plus en plus politisés, Rokhaya Diallo, Geoffroy Lejeune, Jean Messia, Raquel Garrido, et qui effectivement c'est le buzz, hein, c'est le buzz permanent, mais dans ce buzz permanent, il y a ce côté parlons des sujets de société qui clivent, etc. Et je pense qu'en fait, même cette société du divertissement n'est pas capable d'endormir totalement les gens, même si effectivement elle crée une forme de passivité. Voilà, c'est le concept aussi de société du spectacle de Debord. Pour Debord, en fait, la société du spectacle n'est pas un média, mais c'est la médiatisation des rapports sociaux. Et donc, c'est le fait que les gens ne participent plus à leur vie, ne sont plus des acteurs de leur vie, parce que en fait, ils regardent le spectacle permanent. Ça peut être la télé et les médias, mais ça peut être les réseaux sociaux, etc. En fait, et donc se dépossèdent de leur vie. Mais même avec ça, on voit que voilà, derrière, il y a quand même il y a une volonté de vie, une volonté de vie des gens, qui fait que je pense que même le divertissement n'est pas assez fort pour endormir totalement la société. Et d'ailleurs, les Gilets jaunes ont été une preuve éclatante de ça, quoi. C'est-à-dire un mouvement social soutenu par 80% des Français, alors qu'on pensait effectivement les Français morts dans la passivité. Oui. J'aurais une dernière question à vous poser. Est-ce que vous pensez, comme Michéa, que la gauche, comme il l'indique dans le complexe d'Orphée, s'est vautrée dans le progrès au détriment donc de l'idéal marxiste de lutte des classes et donc de société sans classe qui devrait advenir? Au-delà de ça, donc, est-ce que le socialisme tel que Michéa le conçoit est encore possible de nos jours ou peut renaître? Alors pour faire très vite, déjà la gauche moderne est liée d'une alliance pour Michéa. On va dire, tout à l'heure je parlais des rouges, des bleus et des blancs, donc des bleus et des rouges, c'est-à-dire des forces progressistes qui sont opposées au conservatisme, les socialistes étant tout aussi en fait progressistes que les libéraux, mais avec des variations, avec des choses différentes. La linéarité du progrès des libéraux, pour faire, lisons Condorcet, pour Condorcet, qui est une manière automatique, qui y a une forme d'automatisme de la société, qui est le progrès des connaissances va mener au progrès technique, qui va mener au progrès économique, qu'on appellerait aujourd'hui la croissance, qui va mener au progrès moral et qui nous mènera à la meilleure des sociétés possibles. Et ce qui est en plus un processus infini, comme le montre Christopher Lasch, alors que dans le progrès de Marx, il y a quelque chose de dialectique, c'est l'affrontement des forces, l'affrontement du prolétariat et de la bourgeoisie qui va accoucher d'autre chose. Et d'ailleurs, il y a une fin au progrès finalement, parce que le communisme, chez Marx, c'est un peu la fin du progrès. C'est la meilleure société possible, mais voilà, le progrès ne continue pas à avancer de manière indéfinie. Mais c'est vrai que ces deux forces, la force libérale ou libérale républicaine, en France en tout cas, et le socialisme avait en commun ce progressisme qui s'opposait en fait au conservatisme et à la réaction, aux partisans de l'ancien régime, au pouvoir clérical, etc. En fait, des alliances ponctuelles ont existé entre ces deux forces, sous la Révolution française, en 1848, pour faire tomber la monarchie de Juillet. On en a un peu dans la Commune de Paris, même si justement il y a une partie de la gauche qui est anticommunarde, ou qui n'y participe pas, comme Victor Hugo, qui veut l'amnistie des communards, mais qui ne se reconnaît pas non plus dans les communards. Et finalement, cette alliance va se nouer totalement sous l'affaire Dreyfus, où en fait, en 1899, la défense d'un innocent est moralement... La non-défense plutôt d'un innocent est moralement inacceptable pour le socialisme, et la perspective d'une prise de pouvoir de la droite cléricale permet la fusion ou l'alliance qui va mener au bloc des gauches, du socialisme et de la gauche. Il faut voir quand même que cette alliance, à l'époque, pose certains problèmes. Dans ce gouvernement du bloc des gauches, il y avait un homme qu'on surnommait le bourreau de la commune. Et puis, voilà, il y a eu des divergences internes et même internationales, où Rosa Luxembourg, par exemple, dit que Jaurès a raison de défendre Dreyfus, mais il se trompe il se trompe dans l'alliance et dit que Jaurès pense que cette alliance sera un début de prise de l'État du socialisme, alors que ce sera l'inverse, ce sera le socialisme qui se fera prendre par l'État bourgeois au fur et à mesure.
Donc on a tout ça. Et d'ailleurs, juste pour revenir un peu en arrière, se souvenir que les communards en 1880, les communards exilés à Londres dans Édouard Vaillant, dans une lettre dans les années 1880, rappellent aux socialistes qui sont encore en France que Versaillais de droite et Versaillais de gauche doivent être égaux devant la haine du peuple. Donc voilà, mais cette alliance se forme, elle est solidifiée par le cartel des gauches, par le Front populaire, par l'antifascisme aussi. En face, il y a quand même un ennemi réellement dangereux. Le fascisme mussolinien, le nazisme, et on peut y ajouter le fascisme espagnol. Voilà, ce qui permet une alliance, une alliance qui n'est pas totalement contre nature, parce qu'il y avait le progressisme, mais en fait, c'était quand même deux modèles de société différents, une société libérale et une société sans classe. Et donc, effectivement, pour Michéa, ce qui s'est passé, c'est que le socialisme s'est fondu dans le progressisme, notamment sociétal, dans les années 80, par le mitterrandisme. Le mitterrandisme, c'est donc ce programme commun qui veut en finir avec le capitalisme par voie réformiste et étatique. Souvenir que dans les années 70, Mitterrand disait que nul ne peut avoir sa carte au Parti socialiste sans être anticapitaliste. Aujourd'hui, nul ne peut avoir sa carte au Parti socialiste sans être capitaliste. Et donc, il y a les réformes des 2 premières années, 83. Quand ça ne marche pas, en fait, il doit choisir entre l'Europe et son programme. Il choisit l'Europe. Donc, il y a les milices communistes qui s'en vont, Chevènement, qui à l'époque était très marxiste, qui claque la porte, et la parenthèse libérale est ouverte. Mais en fait, il faut rester encore dans le bon camp. Et là, en fait, c'est là où le sociétal, la question sociétale qui elle-même est apparue à la fin des années 60, qui a éclaté en mai 68, qui s'est poursuivie dans les années 70, donne à Mitterrand cet alibi pour être de gauche, sans être anticapitaliste, avec notamment l'antiracisme. Il y a la marche pour l'égalité et la dignité, donc, qui est faite par des jeunes Français, majoritairement d'origine maghrébine, dans les cités, dans la banlieue de Lyon, et qui en fait réclament, comme dit le nom de la marche, l'égalité. Et ben ça va être récupéré progressivement par le Parti socialiste, qui va créer en sous-main SOS Racisme, fait notamment par des jeunes un peu aux dents longues, Julien Drey, François Hollande, etc., Harlem Désir et tout. Et donc le SOS Racisme va être ce bon combat, va être le combat sociétal, d'ailleurs avec un antiracisme très dépolitisé, contre justement contre le racisme qui lui va être incarné par le FN, qui au moment de l'élection de Mitterrand n'existe quasiment pas. Et en fait, Mitterrand participe à faire monter le FN justement pour avoir cet ennemi. Dès 1984, l'un des grands intellectuels, et je mets d'énormes guillemets intellectuels, l'un des grands intellectuels de la gauche libérale, Bernard-Henri Lévy, dit « Le seul combat de notre temps est celui du fascisme contre l'antifascisme ». Et donc, va se fondre dans cette lutte sociétale, dans ces luttes sociétales, la gauche, au détriment effectivement de la lutte des classes, et la figure du prolétaire va être remplacée par les minorités au sens large. On le voit dans la note Terra Nova de 2011, quelle majorité pour 2012, qui demandait d'abandonner les prolétaires au profit effectivement des minorités ethniques, des femmes, des homosexuels, et aussi, ne pas oublier, des jeunes urbains progressistes. Mais ça c'est vrai pour le PS, mais en fait on se rend compte que la LCR, la Ligue communiste révolutionnaire, donc l'un des principaux partis trotskistes devenu le NPA, a plus ou moins troqué le prolétariat, non pas contre les minorités, mais contre les jeunes de banlieue. On voit que pour beaucoup, ça va devenir les sans-papiers, la figure centrale. Mais derrière, il y a l'oubli effectivement du prolétariat, certes qui a été mythifié parfois par le marxisme, notamment par le maoïsme, qui avait des fois une vision un peu rocambolesque du prolétariat, qui était l'homme blanc, musclé, viril, etc., qui va mettre fin à la bourgeoisie. Mais derrière, il y avait cette contradiction, qui est la contradiction principale dans le capitalisme, entre le travail et le capital. Le capital qui exploite le travail, et dans ce système, il y a une majorité en fait de perdants et une minorité de gagnants. D'ailleurs, la rhétorique des minorités fait perdre de vue quelque chose, c'est que la majorité en fait
des gens dans la société capitaliste sont des perdants, alors qu'en fait la rhétorique de la minorité nous fait croire qu'il y a une minorité, il n'y a que des minorités opprimées, et il y a une majorité en fait qui s'en sort bien, le privilège blanc. Il faut oublier qu'en fait la majorité des ouvriers, des blancs en France appartiennent aux classes populaires, sont d'ailleurs pas forcément ouvriers, mais sont dans les services, etc., et sont des exploités du capitalisme, et finalement ont plus d'intérêts communs avec le jeune de banlieue, le jeune en banlieue issu de l'immigration. D'ailleurs, il y a aussi quelque chose dans le vocabulaire. Dans les années 70, on parle du travailleur immigré, qui est devenu juste l'immigré, puis le migrant, ou le jeune de banlieue, mais on a arrêté de parler du travailleur immigré. Et donc on a oublié de parler du travailleur derrière, et donc des convergences des travailleurs. Et en fait, dans cette rhétorique, ce qui est marrant, c'est qu'elle est souvent portée aussi par des classes, par la société du spectacle, par les acteurs, par des classes privilégiées, et ce qui permet aussi de noyer leur propre vrai privilège à eux, qui est le privilège capitaliste, parce que finalement, s'il n'y a que les minorités qui sont opprimées, en fait, la majorité est gagnante, et eux-mêmes en fait, ils sont pas plus gagnants qu'un ouvrier blanc, et ça permet en fait de faire disparaître leur place dans le processus de production, et justement l'exploitation capitaliste dont ils sont eux-mêmes les rentiers. Merci. Une dernière question de bonus pour nos lecteurs, auditeurs. Rapidement, si vous aviez un livre qui vous a marqué, émerveillé, que vous devriez conseiller de Michéa, ce serait lequel? Je dirais L'enseignement de l'ignorance, qui n'est pas son plus représentatif, d'ailleurs que je cite à peine dans mon livre, puisque j'aborde ses principaux thèmes, mais ce livre en fait se pose la question de l'effondrement du système scolaire, et en fait aborde mine de rien tous ces thèmes sur la société libérale, le capitalisme et d'autres choses. On a parlé tout à l'heure de la Scully sur l'intégration de la Caïra, et de manière assez intéressante, ludique et drôle, et voilà. Moi je trouve que c'est pas un bon livre de synthèse des idées de Michéa, mais c'est un excellent livre de Michéa, qui en plus change de ses autres ouvrages, qui d'ailleurs disent souvent peu ou prou la même chose en affinant certains aspects. Très bien, merci monsieur. De rien, merci à vous. Donc merci à vous aussi d'avoir suivi la vidéo jusqu'à maintenant. C'est maintenant 1h15 que nous filmons. Donc, encore merci, et n'oubliez pas, c'est grâce à Gavroche, mis à la gauche souveraine, que cela est possible, donc soyez Gavroche.